Vous pensiez que j'allais finir l'année sans parler d'Avatar 3? Grosse erreur. I'll kill you! I swear! Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique Facecam. Ça faisait longtemps où il sera question ni plus ni moins du long métrage le plus attendu de cette fin d'année dans le monde entier, à savoir Avatar Fire and Ash, de feu et de cendre en français, toujours réalisé par James Cameron, cela va de soi. Pour ma part, j'attendais également énormément ce troisième opus, puisque je suis archi fan du premier. Et encore plus archi-fan du deuxième, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes ici. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient avoir mon avis plus détaillé sur Avatar premier du nom et Avatar second du nom, eh bien sachez qu'à l'époque de la sortie de La Voix de l'eau, avec mon amie Margot, on a réalisé une critique, qui est toujours disponible sur la chaîne, où on revenait en long, en large et en travers sur Avatar premier du nom et Avatar La Voix de l'eau. Mais maintenant il va être question d'Avatar Fire and Ash, mais alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce fameux troisième opus? La famille de Jake Sully et Neytiri est encore aux prises avec le chagrin. C'est alors qu'ils rencontrent une nouvelle tribu Na'vi agressive, le peuple des cendres, menée par la fougueuse Varang, tandis que le conflit sur Pandora s'intensifie. J'ai eu la grande chance de découvrir ce troisième opus en IMAX 3D, accompagné de ma mère et de mon ami Alexandre. Et je pense qu'on est tous les trois d'accord pour vous dire d'entrée de jeu qu'on a bien fait de découvrir le film de la sorte. Parce que, encore une fois, je vais passer assez vite sur ce point, bien entendu qu'Avatar 3 est une proposition visuelle absolument passionnante, fascinante dans tous ses instants. Que ça soit dans sa direction artistique qui arrive en même temps à présenter de nouveaux aspects aussi riches pour l'univers que pour notre rétine, et continuer de se concentrer sur des lieux que l'on connaît déjà très bien, mais d'une manière encore plus détaillé, ce qui est vraiment plaisant, permet un renouvellement salvateur pour le film en lui-même, mais également pour l'univers d'Avatar, qui avait déjà été très bien dépeint dans les deux précédents opus. Les effets spéciaux, ça aussi c'est une évidence, donc je vais passer assez vite dessus encore une fois. Bien entendu qu'ils sont d'une immensissime qualité, voire encore plus d'une immensissime qualité que le second opus. Après, c'est peut-être la netteté extrême de l'IMAX qui m'a fait ressentir cela. Pour ce qui est de la 3D, là aussi c'est une évidence, je ne fais que énumérer des évidences, mais bien entendu qu'elle est excellente, c'est Avatar, vous attendiez à quoi? Mais le premier point important sur lequel je souhaitais revenir avec vous, c'est concernant l'aspect évolution technologique qu'il n'y a pas dans ce troisième film. Et ça en a dérangé certains, parce que Avatar premier du nom, son évolution technologique, c'était la 3D. Avatar deuxième du nom, son évolution technologique, c'était le HFR. Et Avatar troisième du nom, eh bien c'est le HFR, c'est comme le 2. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Non, personnellement je ne trouve pas. Parce que s'il y a eu une évolution technologique importante entre Avatar premier du nom et Avatar second du nom, c'est parce que il y a eu beaucoup d'années entre le tournage des deux films, et qu'entre-temps, le cinéma a eu le temps de changer. Alors que entre le tournage d'Avatar 2 et le tournage d'Avatar 3, il n'y a pas eu beaucoup de temps, puisque les deux films ont été tournés en même temps, surtout que James Cameron l'a dit plus que fois, il pense que Avatar 2 et 3, ce n'est qu'un seul et immense film splitté en deux. Donc ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas d'évolution technologique imposante et novatrice entre Avatar 2 et Avatar 3. Surtout que l'évolution technologique du 2, à savoir le HFR, est réutilisée ici, et ce d'une bonne manière, je trouve. Et vous pouvez être sûr que si Avatar 4 et 5 ont lieu, eh bien puisque le tournage de ces deux autres films sera vraiment éloigné du tournage du 2 et du 3, bien entendu qu'il y aura une évolution technologique dans Avatar 4 et 5, j'en suis sûr. Maintenant, on va parler du scénario de Avatar 3, et alors là, j'ai beaucoup plus de points à aborder avec vous. Quelque chose qui a gêné pas mal de spectateurs, de spectatrices pour Avatar 2 et Avatar 3, c'était un sentiment de répétitivité scénaristique. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a de la répétition scénaristique dans Avatar 2
et dans Avatar 3, dans Avatar 3 par rapport à Avatar 2, dans Avatar 2 par rapport à Avatar 1. Mais encore une fois, ça ne me dérange pas, parce que je trouve qu'il y a un sens à tout cela. S'il y a un point sur lequel la trilogie Avatar a toujours insisté, c'est sur son côté cyclique. Que ça soit dans Avatar 1, Avatar 2 ou Avatar 3, dans les thématiques, dans les trajectoires des personnages, dans l'univers, tout ce qui sert en positif finira par servir en négatif, et inversement. Tout passe son temps dans ces films à se répondre. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait des répétitions scénaristiques dans les 3 films, puisque ça colle parfaitement avec comment fonctionne Pandora, avec ce que souhaite transmettre Eywa. Tout est cyclique, tout se répète, mais n'aura jamais la même finalité en fonction des choix que nous allons faire durant l'évolution de notre parcours. Ça colle parfaitement avec l'un des propos phares du cinéma de James Cameron, selon moi. C'était la même chose dans Terminator 2 par rapport à Terminator 1. Tout se répète, tout se lit, et quand même, faut pas abuser, pas tout le temps de la même manière non plus. Il y a beaucoup de nouveautés dans ce 3e opus, comme il y en avait beaucoup dans le 2e. Je veux dire, dans le 3e opus, on voit pour la première fois, sans spoiler, le visage de quelqu'un. Et moi, je ne pensais pas qu'on allait le voir un jour. Et en plus, dans sa référence visuelle, il est vraiment intéressant dans ce qu'il raconte. Pour continuer sur le scénario, il y a également pas mal de personnes qui ont été déçues par le développement du personnage de Varang. Et je comprends pourquoi, mais encore une fois, moi, il ne m'a pas déçu parce que je le trouve sensé. La manière dont le personnage de Varang va exister et va être utilisé raconte beaucoup d'aspects sur la façon qu'a Quaritch de fonctionner depuis toujours et sur la façon dont ses sbires fonctionnent depuis toujours également. Quaritch qui a un développement beaucoup plus nuancé dans ce 3e opus que dans le 1er et le 2e. Et j'aime beaucoup ce que va former le fond avec la forme concernant ce personnage, puisque dans le fond, selon moi, il va rester qui il est, mais dans la forme, il va y avoir une évolution contradictoire, mais pertinente, parce que ça rejoint l'un des propos phares d'Avatar 3, qui est le suivant: comment dans des temps aussi troublés, on arrive à faire rentrer en communion notre fond avec notre forme. Que ça soit dans le traitement du deuil, par exemple, où les personnages, dans un premier temps, pour se libérer de la peine qu'ils ont, vont paradoxalement s'enfermer dans des conditions qui peuvent paraître confortables, mais qui ne les aident que trop peu en vérité, parce que ces conditions les individualisent. Et ça rejoint un autre propos phare d'Avatar 3, qui est que comment, face à une armée qui avance en bloc, une armée qui est aussi puissante et néfaste pour notre univers, mais également pour nous, et qui fait tout pour qu'on se divise, qu'on s'individualise, eh bien comment on continue à essayer tant bien que mal d'être qui on est et d'avancer non pas de manière individuelle, mais de manière commune également, comme l'armée qu'il y a en face de nous. Il va y avoir beaucoup de séquences dans ce long métrage où les personnages vont vouloir agir, soit de manière individuelle, soit de manière commune, mais en s'assurant, justement, à chaque fois que cette action qu'ils vont mener va être bénéfique pour le bien commun. If every human being on Earth could live here without a mask, then the Na'vi people will be gone. Tout le développement de Loak, c'est ça. Tout le développement de Sully, c'est ça également. Et le développement de Kiri, qui personnellement est le personnage que je préfère dans Avatar 2 et Avatar 3, là aussi va être empreint d'une volonté d'agir, non pas en individuel, mais en commun, comme en témoigne la fin du long métrage. Parce que face au fait d'être divisé, chose malheureusement simple dans cet univers, le plus dur, et ce qui va faire qu'on va s'attacher au développement des personnages, à leurs agissements, c'est quand ils vont tout faire pour agir en bloc, de manière commune, malgré leurs différences et les grandes difficultés. C'est ça l'enseignement suprême d'Eywa depuis 3 films, et qui prend encore plus corps dans ce dernier. Enfin, pour l'aspect conclusion tant attendu par certains, personnellement, je le trouve maîtrisé. Je le trouve même plus malin que maîtrisé. Parce que Avatar 3 va être en même temps une conclusion aux 3 premiers et une ouverture pour des suites. Mais en somme, quand tu finis Avatar 3, tu te dis « Ok, s'il n'y en a pas après, c'est pas très grave. » Parce que ça soit Sully, Neytiri, Loak, Kiri, Quaritch ou même Varang, ils ont tous un aboutissement,
de leur arc. Bon, Varang, j'abuse un peu, mais je trouve que la finalité, même si ça reste ouvert, eh bien, est tout de même là. Et pour Quaritch, il y a une véritable finalité à son arc posé dans le deuxième. Et c'est la même chose pour tous les autres personnages que je viens de citer. Et en plus de ça, c'est des fins d'arc qui sont cohérentes vis-à-vis de tout ce qui avait été posé auparavant, et satisfaisantes pour le spectateur et la spectatrice. Parce que Dieu, que ce film est épique, notamment dans sa bataille finale. Je vais pas trop en dire, mais je trouve ça malin, encore une fois, la façon dont ça mêle à peu près tous les aspects de toutes les batailles que tu as vues jusqu'alors dans la saga Avatar. Et ce, pour un spectacle inouï, où tu ressens autant la tension que l'épique. À la rigueur, le défaut d'Avatar 3, on en a parlé avec mon ami Alexandre en sortant de la séance, c'est que c'est également une qualité. Son défaut est également une qualité. C'est que le film est tellement généreux en permanence, que ça soit dans le fond ou dans la forme, il y a tellement de choses qui se passent tout le temps que tu finis par vouloir dire au film « J'adore que tu sois autant généreux avec moi, mais si tu pouvais te poser 5 minutes pour respirer, ça serait pas plus mal non plus. » Parce que trop d'intrigues et trop de spectacles tout le temps, en permanence, eh bien, entre immensissimes guillemets, ça tue l'intrigue et ça tue le spectacle. Immensissime guillemets, je tiens à repréciser. Et généralement, ce genre d'aspect dans d'autres longs métrages, ça crée de violentes chutes de rythme. Mais là, ce n'est pas le cas dans Avatar Fire and Ash, parce que le tout est continuellement rattrapé par sa magie visuelle. C'est vraiment de la magie visuelle ce qu'arrive à faire James Cameron avec cette saga. Enfin, concernant la musique, il y a vraiment de très bons morceaux. Après, j'ai pas eu le temps de la réécouter complètement de manière attentive, donc je peux pas vous affirmer qu'elle est géniale. Avatar Fire and Ash, c'est peut-être objectivement un peu moins bien que La Voix de l'eau, mais subjectivement, je considère que c'est aussi passionnant, qu'émouvant, qu'épique, que c'est de la magie cinématographique, et qu'on a que trop peu souvent ça dans nos salles obscures. Donc je souhaite que ce troisième opus marche autant que les deux autres, juste pour remercier James Cameron de continuer de sauver le cinéma. If your father and I do not return, you go as far and as fast as you can. Merci James Cameron, merci Avatar, merci John Lando, le producteur iconique de cette saga, qui est malheureusement décédé avant qu'Avatar 2 et Avatar 3 voient le jour. Merci à toute l'équipe de ces 3 films pour nous offrir du rêve, pour nous offrir de la magie, qui est trop rare, donc faut en prendre soin. Sur ce, c'en est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, notamment sur Letterboxd. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement celui de Pandora encore et toujours, et je vous dis salut! Baby, when we